Salut tout le monde, c'est MGO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'invité. Aujourd'hui, dans mon salon, j'accueille Patrick Moya, un artiste multifacette, autant réel que virtuel. Bienvenue, monsieur Moya. Bonjour MGO et merci pour l'invitation. Alors, votre mascotte, Dolly, de son prénom, est un mouton. Pourquoi cette idée? Pourquoi un mouton? Pouvez-vous nous expliquer? Alors la Dolly, c'est pas vraiment ma mascotte, c'est la mascotte des soirées électroniques Dolly Party et j'ai créé cette mascotte pour les soirées et ça vient du nom de la brebis clonée Dolly, la première brebis clonée au monde. Et c'était une soirée qui a maintenant 25 ans, donc on fête les 25 ans en octobre. Et dans cette soirée, si quelqu'un, au tout début, si quelqu'un venait avec une autre personne habillée de la même manière et du même sexe, la deuxième rentrait gratuitement. C'est pour ça que ça s'était appelé Dolly. Et ça a eu énormément de succès. Donc c'est une soirée ensuite qui a tourné dans beaucoup de boîtes de nuit entre Montpellier, Saint-Tropez, etc. Et elle attirait énormément de monde, au point que même à Saint-Tropez, elle avait été interdite à Ramatuelle parce qu'elle avait attiré énormément de monde et on ne pouvait plus accéder aux plages. Et donc c'est une soirée qui est restée dans les mémoires de tout le monde comme une des grandes soirées gay friendly. Parce qu'au tout début, dans les années 97, il y avait encore des soirées vraiment réservées aux gays pour des raisons de sécurité. Et là, on avait des soirées qui étaient complètement ouvertes à tout le monde, mais qui étaient quand même des soirées gays. Donc ça a été des soirées très très joyeuses. Et surtout, elles avaient un aspect euh, presque de fête foraine un peu. Il y avait des barbes à papa, il y avait des ballons partout. Enfin, et donc, la charte graphique que j'ai créée pour cette soirée, pour les flyers, c'était une charte graphique très amusante avec beaucoup de fleurs, et puis cette petite brebis qui tire la langue. Enfin, c'était assez reconnaissable et c'est resté très reconnaissable. Donc ça, et bizarrement, justement ce charte graphique de la Dolly qui a finalement irrigué mon travail parce que moi j'étais un artiste plutôt conceptuel, mais conceptuel au vrai sens du terme parce que j'aimais beaucoup l'art conceptuel américain. Et donc je rêvais d'être un artiste presque minimal. Et finalement, petit à petit, je suis devenu un artiste quasiment presque naïf finalement quand on regarde les œuvres. Mais c'est pas plus mal finalement parce que c'est peut-être un peu plus joyeux. Vous avez notamment fait plusieurs expositions artistiques dans le monde réel. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, les vraies expos personnelles, ça a commencé dans les années 80, d'abord à Nice évidemment, puisque je suis niçois, et puis après l'Italie, puisque c'est le pays le plus proche pour un Niçois, c'est plus facile d'aller exposer en Italie qu'à Paris. Et puis plus tard, j'ai vraiment eu envie d'aller en Asie, donc j'ai découvert l'Asie. J'ai beaucoup exposé à Hong Kong, j'ai fait des sculptures à Taïwan, j'ai exposé en Corée. Et donc ça a un peu bouleversé mon travail, ça a changé la vision de mon travail. Donc quand je suis revenu la première fois de Hong Kong, j'ai eu envie vraiment de faire un travail beaucoup plus large. J'étais un peu trop concentré sur l'idée de l'art contemporain au sens pur du terme. Et puis je me suis ouvert à beaucoup d'autres choses en découvrant justement à la fois, pas vraiment les mangas, parce que on disait pas les mangas à l'époque, mais en découvrant tous ces personnages, tous ces dessins animés qu'on voyait en Asie. Et donc ça a bouleversé mon travail et c'est en rentrant de Hong Kong que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je crée un personnage qui me ressemble et qui puisse aller dans d'autres médiums qu'uniquement les musées, qu'uniquement les galeries d'art. Et j'étais persuadé qu'il fallait avoir une sorte d'avatar. Et comme j'avais utilisé pour faire des sculptures à Taïwan, j'avais utilisé les premiers logiciels de 3D, enfin ceux qui étaient accessibles au grand public, disons. Il y en avait déjà, mais ceux qu'on pouvait acheter. Et j'avais utilisé un logiciel de 3D et pour créer au départ la sculpture, avoir les ombres, etc. Et en rentrant, je crée mon personnage en 3D, donc très simple parce qu'on avait des formes assez simples. Donc j'ai créé ce petit personnage qui était un mix entre moi et Pinocchio. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire des sortes d'aventures comme ça en 3D. Mais finalement, il s'est révélé que c'était plus simple de le peindre. Donc finalement, je l'ai peint. Et puis c'est devenu un personnage en peinture
qui a eu ses propres aventures en peinture. C'est là où c'est bizarre, c'est que finalement je voulais être un artiste virtuel au départ, dans les années 80-90. Et finalement, je l'ai peint parce que c'était plus facile de peindre que de faire du virtuel. Et finalement, quelquefois, c'est un peu ça. C'est plus facile quelquefois de montrer de la peinture ou de faire de la peinture. Bon, quand je fais une grande toile en direct, j'ai besoin juste de quelques peintures dans un petit sac, alors que quand je fais des démonstrations de ce que je fais dans les mondes virtuels, il faut venir avec un vidéoprojecteur, avec plein de, avec du matériel, ça marche jamais, il y a toujours un problème. Et donc, je me sens des fois plus virtuel en faisant de la peinture qu'en montrant le virtuel. Même si je suis vraiment virtuel dans le virtuel. Mais quand on veut le montrer en exposition, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'expos, finalement, de peinture, parce que la peinture, c'est plus facile à transporter. Et maintenant, je fais des expositions, pas partout dans le monde, parce que c'est surtout l'Italie, l'Asie, la Corée. euh, un- il y a eu un petit peu les États-Unis, mais pas trop. Mais c'est vrai que autant les artistes niçois, ce qu'on appelle l'école de Nice, ont d'abord été vers l'Amérique, vers New York, autant finalement ma génération a peut-être été une génération qui a plus rêvé de l'Asie, donc qui a plutôt été vers l'Asie. Dans tous ces voyages à travers le monde, quel a été votre meilleur souvenir? Avez-vous une anecdote à nous partager? Bon, il y a sûrement énormément d'anecdotes dans les voyages, mais peut-être le souvenir le plus fort, pas le plus fort, mais le plus intéressant, parce il m'a posé pas mal de questions, c'était à Taïwan dans les années 90, quand j'ai exposé au musée de Kaohsiung. J'avais fait une exposition où, comme tous les artistes un peu européens ou occidentaux, j'avais mis euh, des objets qui n'étaient pas forcément faits par moi. La plupart des œuvres étaient faites par moi, mais j'avais voulu faire une petite installation pour faire genre art contemporain. Et j'avais ramené un Pinocchio que j'avais acheté en Italie et que je mettais de temps en temps dans des installations pour me représenter finalement, avant de créer mon personnage. Donc il me représentait. Et j'avais posé ce Pinocchio, donc je pense que ça va être dans une installation. Et les personnes qui étaient venues à l'expo et qui en faisaient les visites guidées étaient très impressionnées. Et je me demandais pourquoi. J'ai fini par comprendre qu'en réalité, ils croyaient que c'est moi qui avais fabriqué ce Pinocchio. Et quand ils voyageaient en Italie, ils voyaient tous ces Pinocchios dans les magasins, ils pensaient que j'étais l'auteur. Et en réalité, leur idée, c'était qu'un musée ne pouvait pas exposer quelque chose comme ça, juste posé, qu'on avait acheté dans un magasin et qu'on posait là. Donc j'étais forcément l'auteur. Si c'était exposé dans un grand musée, j'étais forcément l'auteur. Et ça m'a posé effectivement la question, et je me suis dit qu'en fin de compte, ils avaient peut-être raison. Et depuis, j'ai plus du tout utilisé d'objets comme ça que je sortais de leur contexte de ready-made en fin de compte. Et j'ai tout créé moi-même. C'est de là que j'ai décidé aussi de créer ce personnage donc, qui me représente, pour ne pas avoir à utiliser un personnage que j'ai pas fabriqué moi-même pour me représenter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ensuite, les pays que j'ai le plus apprécié, c'est bien sûr l'Asie, ça c'est surtout Hong Kong. J'ai adoré. Je passais presque 2 fois par an, au moins un mois à Hong Kong. J'ai adoré cette ville. C'est vraiment une ville extraordinaire. Et puis, et l'Italie, parce que l'Italie, c'est un endroit où quand on arrive et qu'on est artiste, quel que soit ce qu'on fait, même si on fait presque rien, on est maestro, on est tout de suite maestro. Et il y a un regard des Italiens sur l'art qui est très très pur. Il n'y a pas il y a pas de doute quand on arrive dans une expo, il n'y a pas un regard un petit peu les sourcils froncés en se disant qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, etc. On entend, moi je sais quand je fais des expos, j'entends les Italiens arriver de la porte et on entend déjà che bello, molto carino, et tout ce qui est dit est positif. Et les mots d'ailleurs qui sont utilisés pour l'art en Italie sont toujours positifs. Et ça, c'est assez agréable pour un artiste, évidemment. Ouais, quand on va dans les restaurants, si on est artiste, on est souvent invité, enfin même par le restaurateur. Enfin, il y a quelque chose qui est très intéressant quand on est un artiste. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, j'ai jamais de projet vraiment à long terme, mais j'ai toujours des expositions qui arrivent assez vite. En fait, c'est toujours dans l'année. Dans la prochaine exposition, ça va être à Barcelone, dans un lieu qui est pas très grand, mais qui est un lieu
Il y a une salle d'exposition et derrière, il y a un lieu d'accueil et d'aide, c'est un lieu qui s'appelle l'Estranger. Et, et puis ensuite, dans l'année prochaine, il y aura une exposition à Montigny-les-Metz au château de Courcelles. Et donc là, c'est une exposition dans un château qu'on prépare d'ailleurs dans Second Life, c'est-à-dire je suis en train de préparer la maquette pour réfléchir à l'exposition. Et il y aura aussi une exposition à San Loccio, à côté de Naples. Et là, c'est le grand musée de la soie des Bourbons. Et c'est un lieu gigantesque. C'est une salle comme un grand hangar qu'il va falloir remplir. Et là aussi, je préparerai tout dans Second Life. Et puis, bien sûr, il y a des tas de projets dans les mondes virtuels, dans le métavers, parce que j'investis, dès que je trouve un métavers qu'on peut appeler Maker Game, où je peux construire, donc j'investis. Donc là, en ce moment, je suis sur Horizon World, où je suis en train de créer des petits univers. Voilà. Et bien sûr, toujours dans Second Life, parce qu'il y a aussi des projets dans Second Life. Il y a toujours des demandes d'exposition, d'intervention, comme pour Burning Man, par exemple. Comment êtes-vous arrivé sur Second Life et depuis combien de temps êtes-vous sur cette plateforme? Alors, je suis rentré dans Second Life en 2007, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, comme beaucoup de ceux qu'on connaît dans Second Life. Je suis rentré pas tout au début, parce que j'avais pas la DSL à l'époque, mais je suis rentré en 2007. Mais c'est assez long en fait d'expliquer la genèse, pourquoi je suis arrivé dans Second Life. Ça vient de très loin. Ça vient de mes tout débuts quand j'étais étudiant à l'école des arts décoratifs à Nice, la Villa Arson, dans les années 74, 75, 76. Et là, j'avais développé une théorie autour de la télévision, de l'idée que dans le futur, il y aurait des réseaux partout qui transmettraient l'information en direct. C'est-à-dire, je m'intéressais à la télévision en direct. Et je faisais comme travail artistique, un seul travail artistique qui était de faire des émissions de télévision en direct. C'est-à-dire, je me présentais comme un présentateur de télé devant une caméra et je transmettais en direct dans un amphithéâtre tous les mercredis ou jeudis, je crois, une émission de télévision en direct. Et je disais à mes professeurs, vous le savez pas, mais Claude François et ou Guy Lux à l'époque, qui était le grand présentateur de télé de l'époque, sont des artistes d'art, les plus grands artistes d'art contemporain, au même niveau, c'était pour les choquer, au même niveau que Léonard de Vinci. Mais on le sait pas parce que la créature masque le créateur quand on est en direct. Le créateur n'a pas le temps de raconter l'histoire. Il n'y a pas d'histoire de l'art en fait. C'est la fin de l'histoire de l'art. Et donc je voulais devenir une créature plutôt qu'un créateur. Il y avait un côté narcisse aussi, bien sûr, là-dedans. Et j'ai donc fait tout un travail là-dessus, sur cette idée-là. J'ai fait des schémas qui ressemblaient un peu à l'Internet. Et évidemment, j'ai pas eu mon diplôme puisque j'avais pas de traces, puisque à l'époque, on n'avait pas de magnétoscope. Déjà, on avait une caméra noir et blanc vidéo, c'était déjà assez difficile à avoir. Et donc, j'ai pas eu de diplôme, et puis j'ai dû faire l'armée. Et après, quand je suis sorti de l'armée, j'ai posé pendant presque 10 ans, j'ai posé nu aux Beaux-Arts. Donc c'était une manière aussi d'être créature plutôt que créateur. Je suis devenu une vraie créature. Et en même temps, j'ai essayé de faire des projets d'émissions de télévision, mais je voulais être le centre de l'émission, donc c'était un petit peu bizarre. Mais les projets d'émission eux-mêmes sont assez amusants parce que sont très graphiques. Et finalement, j'ai commencé à travailler avec le logiciel 3D et à créer un monde virtuel, mais avant que ça soit qu'on puisse le rendre accessible, avec un logiciel 3D, j'ai créé un univers donc virtuel qui était une sorte de Moyaland où j'essayais de vendre les parcelles à des collectionneurs. En fait, je leur disais voilà, je vous vends une parcelle sur mon monde virtuel. Mais le seul moyen, c'était de faire un film et de le vendre sur un CD à l'époque. Et ça marchait pas du tout, mais et j'avais même écrit une sorte de bande dessinée pour une exposition à Metz. J'avais fait une bande dessinée entièrement avec des images 3D, où je racontais l'histoire de la créature qui tentait de retrouver son père, le créateur en fait. Et donc il parcourait un monde virtuel pour essayer de trouver son créateur, qui était le vrai artiste Moya, qui était moi en fait, mais c'était mon personnage qui cherchait son père à l'intérieur des mondes virtuels. Et puis en 2007, quand j'ai pu rentrer dans Second Life, parce que j'ai eu la DSL et Second Life commençait à s'améliorer, en fait, il n'y avait plus besoin de payer les téléports, etc. Le jour où je suis rentré, le soir même, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai déjà construit un musée. Et le lendemain, j'avais déjà acheté les terrains à côté, j'avais acheté un tout petit terrain, après j'ai acheté le terrain à côté, j'en ai acheté un autre, et je crois que c'est simplement quelques mois plus tard que j'ai acheté une île complète. Et maintenant, j'ai 4 îles, en fait, donc une surface assez grande et j'en suis plus sorti. Et c'est au point que, au tout début, d'ailleurs, j'ai eu
un peu de difficultés financières parce que j'étais tellement dans Second Life que je travaillais plus du tout, c'est-à-dire je faisais plus d'œuvres et donc j'ai commencé à plus avoir les moyens de payer même mes îles de Second Life. C'est-à-dire que c'est quand j'ai compris que je allais perdre mes îles, l'île que j'avais créée dans Second Life parce que j'avais plus de sous, que je me suis dit il faut maintenant que j'ai une discipline où je fais des œuvres de temps en temps et ensuite je vais dans Second Life à certaines heures seulement. Je m'enfonce pas dans le monde virtuel. Mais c'est vrai que ça prouve quand même que j'ai une sorte de fascination, disons, d'attirance pour le monde virtuel presque naturel. Et je sais pas si ça vient de mes théories, mais de toute façon, les théories elles-mêmes viennent de son propre caractère. Généralement, les théories d'un artiste viennent de ce qu'il est, en fin de compte. Elles défendent ou elle justifie ce qu'il est. Donc certainement que j'étais fait pour vivre dans les mondes virtuels ou que je suis fait pour devenir un avatar finalement. Ou pour me cacher derrière un avatar aussi, parce que finalement, moi j'ai l'impression aujourd'hui que c'est plus mon avatar qui est l'artiste que moi-même. Moi je suis un peu son assistant en fin de compte. En parcourant un peu votre panel, j'ai pu voir que vous aviez fait des œuvres d'art pour la cause LGBT. Vous sentez-vous proche de cette cause? Alors d'abord, moi je suis d'une génération qui a connu dans les années 80 le sida et on voyait des amis mourir en quasiment une semaine, c'est-à-dire des gens qui rentraient à l'hôpital et qui mouraient dans la semaine. Ça a été une période qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui pour des gens plus jeunes, ce que ça peut être entre autres dans le milieu gay. Et aujourd'hui, donc la Dolly, c'est-à-dire cette soirée électronique a tourné dans beaucoup de boîtes de nuit, c'est devenu maintenant une soirée caritative pour le centre LGBT. Et donc il y en a 2 par an sur la place du Pain à Nice l'été, et ça attire énormément de monde. Et donc c'est devenu des soirées toujours aussi festives, mais caritatives. Et j'y participe bien sûr à chaque fois avec la Dolly. Et je fais des performances, je fais des peintures en direct, je fais des projections d'ailleurs qui sont filmées dans le studio virtuel de Second Life. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. C'était MGO pour l'invité. Monsieur Moya, je vous remercie d'être venu et à bientôt. Merci et peut-être à bientôt sur mes îles, ou alors même dans une expo réelle, peut-être. À bientôt. Le monde d'une gameuse optimiste. MGO, la chaîne ultime et incontournable du divertissement métaverse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de MGO.